Voici l'histoire de la révolution de Madagascar, ou le mai malgache. Mois de mai 1972, le premier président de la République malgache, Philbert Tran, celui qui a déclaré l'indépendance de Madagascar en juin 1960, fut destitué de sa qualité en tant que chef d'État malgache après 13 années passées au pouvoir et laisse les pleins pouvoirs malgré lui au général Gabriel Ramanantsoa. Un coup d'État que ce président tant aimé des Malgaches n'a pas pu éviter, mais qui était avant tout le président Philbert Tran. Né le 18 octobre 1912, cet homme d'État était avant tout fils et descendant d'éleveurs de bœufs et de notables ruraux côtiers du pays Smith. Après la mort de son père à 11 ans, il a échappé au destin de devenir bouvier et de gardien de bétail. Poursuivant ses études à Antananarive, sorti major de sa promotion avec un diplôme d'instituteur, bénéficiant par la suite d'une bourse d'études à Montpellier, il est promis à un avenir meilleur, brillant et tumultueux. Qui êtes-vous, Monsieur le Président? Je suis un bouvier, voilà, d'Anahédran. Voilà, puis je suis instituteur. Voilà, et maintenant, comme vous le savez, on devient chef d'État. Mais ça ne m'empêche pas d'être toujours bouvier, oui, et paysan. Mais il était bien plus qu'un simple paysan. Lors de son séjour en France, il est devenu syndicat à la CGT. Il fonda avec Paul Raleigh-Voave en janvier 1946 les GEC, les groupes d'études communistes, grâce à quoi il rencontra les fondateurs du groupe PADESM, parti déshérité de Madagascar, le parti qui était contre l'indépendance de Madagascar par peur de l'invasion des Mirnes au pouvoir, dont il en faisait aussi partie. Voici ce qu'il révéla en 1968 lorsqu'on lui demanda les raisons de son soutien à la PADESM à l'époque coloniale. Si l'on avait demandé dès 1946, c'était à coup sûr la guerre civile, car les côtiers n'étaient pas d'accord. Étant donné leur niveau intellectuel à l'époque, ils seraient restés de petits chefs de village, de subordonnés, des subjugués, pour ne pas dire esclaves, tant le fossé entre les gens des côtes et les gens des hauts plateaux était énorme. Mais en 1946, Tran a refusé de devenir secrétaire général de la PADESM car il milite de son côté pour un nouveau réforme de rallier et réconcilier et de mener une action de munir le peuple malgache, toutes composantes confondues, ce qui fut un grand échec. Et en 1947, ému par l'insurrection malgache, lui qui n'est pas pour autant partisan de l'indépendance, participe le 21 février 1949 à la manifestation anticoloniale à Montpellier. Il fut remarqué par le Palais Bourbon ou l'Assemblée nationale française par son franc-parler, comme en mars 1956 lorsqu'il accuse l'Union française de pratiquer du colonialisme sauvage et réclame en juillet 1956 la libération des prisonniers de l'insurrection de 1947, mais aussi propose l'amitié avec la France. Et le gouvernement français lui attribua des titres. Mais cela passe de mauvais œil pour les partis communistes français qui étaient très alliés aux nationalistes de Tananarive, voyant en Philbert Tran de la fourberie. Mais Philbert Tran s'imposa leader des côtiers et bénéficie des prérogatives de l'administration coloniale dont le but de ces derniers est de l'utiliser comme représentant du transfert progressif du pouvoir exécutif prévu par la loi cadre. Et l'accession du général de Gaulle au pouvoir fut une aubaine pour lui car selon l'ordre hiérarchique dans les territoires d'outre-mer qui fut modifié au profit des locaux élus, lui confère en août 1858 le pouvoir officiel du gouvernement de Madagascar, soit président du gouvernement malgache. Le 2 avril, les accords franco-malgaches sont signés à l'hôtel Matignon entre le Premier ministre français Michel Debré et le président Tsiranana. Le 26 juin 1960, Madagascar devient indépendante. Le président Philbert Tran se voulait pleinement être père de l'indépendance de Madagascar et surtout gagner le cœur des Malgaches. Il ramène de France les députés et leaders des partis indépendantistes bannis de Madagascar
par la France, tels que Joseph Ravouingue, Joseph Rasset et Jacques Rabin-Belinzard, et leur propose des postes au gouvernement. Joseph Ravouingue prend le ministère de la Santé et Jacques Rabin-Belinzard celui de l'économie. En revanche, Joseph Rasset refuse et rejoint l'AFKM. Le président Philbert Srannan était un président apprécié du peuple malgache. Il a eu un destin bien rodé qui va malencontreusement être grandement chamboulé par de simples étudiants. Mais pourquoi, direz-vous? Car oui, en effet, en janvier 1972, Philbert Srannan a été réélu à une majorité de 97%, du jamais vu à Madagascar. Alors pourquoi cette déchéance? Eh bien, de janvier à mai 1972, une folie de dictature se met à le posséder que le peuple malgache n'arrivait pas à comprendre. Il se mettait à dos les populations rurales qui s'appauvrissaient de jour en jour, les populations urbaines qui avaient des difficultés à se ravitailler et même les côtiers qui étaient toujours pour sa faveur car la grande majorité n'avait pas le droit d'accéder à l'enseignement. Je suis maire, moi. Ben vous voyez, nous avons tellement vécu avec nos frères de la côte et que nous voyons leur valeur que nous n'avons pas, leur droiture que nous n'avons pas. Et puis leur intelligence, seulement, voilà, ils n'ont pas eu la chance comme nous d'avoir eu des écoles depuis un siècle et demi. Ils n'ont pas eu ça. Ensuite, ils n'ont pas eu la chance d'être libérés très tôt de certaines coutumes qui empêchaient le pays d'évoluer. Mais comme valeur humaine, d'ailleurs, tout ce qu'on peut lui reprocher, on peut beaucoup lui reprocher, mais c'est quand même celui qui a fait le pays pendant 12 ans, évidemment. À la fin du régime, tout cela, mais on ne peut pas quand même détruire tout ce qu'il a fait d'un coup. Pas possible. Et c'est un berger Tsimyeti qui est devenu président de la République, le premier. Donc, vous voyez, tout ça, ça a nuancé, vous voyez. Et bien évidemment, le mécontentement des étudiants munis de diplômes qui ne débouchent pas forcément à un emploi. Car oui, la grande majorité des étudiants n'avaient pas le droit d'aller au-delà de la troisième, c'est-à-dire leur fin de diplôme était le BEPC, et sont en grande majorité condamnés au chômage. Seuls quelques poignées d'étudiants pouvaient accéder au lycée et aux universités. Mais encore, même à l'université, ces étudiants font face à de grands obstacles, et ce sont ces derniers qui ont eu le ras-le-bol, le culot de déclencher cette révolution. C'était avant tout des élèves de l'école de médecine de Befletanen. Dans ce temps, les instructions des facultés et des écoles étaient soumises sous la loi du régime colonial. Les étudiants malgaches avaient le droit d'étudier, mais étaient soumis à de grandes restrictions. En école de médecine, les étudiants ne pouvaient avoir accès au diplôme de docteur car la faculté de médecine en ces temps ne leur donnait que des formations d'officiers de santé, c'est-à-dire que ces étudiants n'avaient aucune chance de devenir d'officiels médecins ou de grands chercheurs, mais de simples docteurs de seconde zone. Car oui, la médecine, l'administration et même l'économie de Madagascar, malgré son indépendance, devait rester toujours aux mains des Français qui voulaient toujours y rester les maîtres du jeu. Oui, l'économie malgache, comme je vous ai dit, c'est toujours entre les mains des colonialistes. Colons. Sous quelle forme? Par exemple, la viande et le riz, je parle uniquement de ça. Le riz qui sont exportés en majeure partie. Évidemment, je ne parle pas de riz de luxe qui doivent être exportés, mais je parle du riz qui doit être consommé par les Malgaches, ce qui nous oblige à importer du riz du Brésil. Alors vous vous rendez compte un peu de l'éloignement, et ça a commencé par là. Parce qu'à un moment donné, les Malgaches, surtout les Tananariviens, il y avait du riz moisi qui était mis en vente, du riz du Brésil. Et troisièmement, l'adaptation des études. Oui. Dans quel sens? C'est-à-dire que on ne sait pas, ils le savent au ministère
de l'enseignement ici. Ils ne savent pas sur quel pied danser. Ils imitent ce que font les Français, ce qui n'est pas à faire du tout, puisque à Madagascar, moi je pense ce qu'il nous manque, ce sont les jeunes qui doivent travailler la terre, qui doivent faire du travail manuel ou des techniciens. Et non pas de former des bureaucrates, on en a pas besoin. Actuellement, il y a 10 ans, il y a 10 000 étudiants qui ont leur bac et qui sont en chômage. Ils ne trouvent pas du travail. Et la rage de ces étudiants furent une inspiration et même une occasion pour certains de revendiquer à leur tour leur mécontentement et insatisfaction. Enseignants, parents, travailleurs, activistes nationalistes se mirent à rejoindre les rues. Tous décidèrent de manifester en dépit de la mise en garde du gouvernement. En contre-attaque, la nuit du 12 au 13 mai, le gouvernement fit arrêter plus de 400 grévistes, dont des lycéens, qui furent expédiés dans un camp anouslave tels des exilés. Mais cela n'intimide pas ces révolutionnaires. Une foule comme un véritable raz-de-marée s'est mise à descendre les rues de Tananarive vers l'hôtel de ville. Les forces de sécurité du gouvernement n'hésitaient pas à user de leurs fusils et font au total 36 morts. Dans la colère, la foule brûlait l'hôtel de ville ainsi que certains immeubles et voitures aux alentours de Tananarive et engendra un véritable chaos. De peur, le gouvernement de Tranan fait immédiatement revenir les lycéens embarqués au camp de Nouslav, mais la foule réclame plus et demande le départ du président Tirana. Ce dernier demande le soutien de la France, mais celle-ci lui tourna le dos. Le 18 mai, le gouvernement de Tirana fut dissout, donnant plein pouvoir au général Gabriel Ramanantsoa, prié par le peuple de monter au pouvoir. Car, contrairement à la gendarmerie, la police et les forces de sécurité, l'armée était restée délibérément en dehors de cette répression, soutenant sans doute le peuple malgache. Le général Gabriel Ramanantsoa accède donc au pouvoir, mais il tenait à ce que l'ancien président Philbert Tranan reste un président symbole, car il est avant tout le premier président de Madagascar et d'une manière indirecte ou directe est le père et le symbole de l'unité nationale. Mais le peuple acceptait cela que sous 6 conditions: la garantie des libertés démocratiques, l'assurance que le régime militaire aurait un caractère transitoire et céderait la place à un gouvernement défini par une nouvelle constitution, la réunion d'un congrès national qui rassemblerait les travailleurs et les étudiants en vue de définir un nouveau régime et d'élaborer une nouvelle constitution, la libération de tous les prisonniers détenus par l'ancien gouvernement et enfin le paiement des heures de grève à tous les travailleurs. Mais le général Ramanantsoa, même si soucieux de rétablir l'ordre au plus vite, n'a pas donné suite à toutes ces revendications, mais satisfait quelques-unes comme le paiement des jours de grève, augmentation des SMIC de 10%. Une fois les travailleurs ont reçu ces satisfactions, ont de suite repris le travail le 24 mai. Le cas des étudiants, par contre, n'a été étudié qu'après les assises du Conseil national. Le général Ramanantsoa a ramené le droit de vote à 18 ans, a aussi ordonné l'état d'urgence ou la loi martiale et la confirmation de son plein pouvoir par un référendum, le 8 octobre, destituant ainsi Philbert Tranan. Quelle est l'étendue de mes pouvoirs? Eh bien, c'est très simple. Tout d'abord, c'est moi qui forme mon gouvernement avec des hommes que je choisis moi-même. Ensuite, je dirige le pays, c'est-à-dire que je détermine et je conduis la politique générale de la nation. Mais démissionna le 5 février 1975, car le contexte politique malgache fut encore plus compliqué suite au départ du président Tranan.
lui qui rêvait d'une réunification, n'a pas fait long feu au pouvoir car les tensions ethniques et sociales de Madagascar ne faisaient qu'empirer. Il fut remplacé par le colonel Ratsimanjaf qui était ministre de l'Intérieur, mais ce dernier fut assassiné. Il était chef d'État de la République de Madagascar que pendant 6 jours. Son assassinat aurait eu un lien avec la base de sa politique dont il allait appliquer. Son assassinat a été fait par des commandos dirigés par un certain Zimbo, qui lui a aussi été tué lors de cette embuscade. Plusieurs thèses et théories encore plus dingues que celui de l'assassinat de JFK planent autour de ce meurtre. Mais ceci est encore une autre histoire.